Je m'appelle Ménégaldo Fabienne. Je suis une passionnée du développement des enfants et de leur bien-être, puisque je me suis engagée dans cette démarche-là avec plusieurs collectivités, avec des structures et puis directement auprès des parents et des familles. Dans mon travail et dans ma formation, j'ai pu me spécialiser dans un domaine qu'on appelle les compétences psychosociales, qui permet d'accompagner et de soutenir, on va dire, le développement de l'enfant et surtout, bon, on va y revenir en détail, qui sont à mon avis des outils qui sont nécessaires dans notre vie quotidienne de tous les jours. Donc en fait, à la base, c'est pas du tout mon métier, hein, d'accompagner les enfants. À la base, je suis économiste, donc absolument rien à voir, si ce n'est quand même, on est censé s'intéresser sur le bien-être des familles et, et des populations. Quand je suis devenue maman, en fait, je me suis posé beaucoup de questions aussi sur l'éducation. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser aux différents courants d'éducation. Je me suis formée d'abord en tant que parent, hein, pour pouvoir comprendre tout cela, comment ça fonctionne. Et puis après, je me suis formée comme formatrice pour accompagner les parents. Et puis après, j'ai voulu continuer avec une composante plus recherche, plus scientifique. Et donc, du coup, je suis repartie à l'université et j'ai passé un DU et un master dans ce domaine. Donc, le bien-être des enfants. Donc, le bilan un petit peu de la situation en France. Donc, on n'a pas énormément d'études, on va dire, globales. Il y en a deux aujourd'hui qui sont, à mon avis, assez intéressantes, qui est celle de Enabi, où on a travaillé pour la première fois sur le bien-être des enfants en maternelle. Et donc, les premiers résultats, donc pareil, je vous enverrai les liens hein, de toute manière après avec le PowerPoint pour ceux qui veulent aller voir plus loin, avec le bien-être, une des premières avec le bien-être des enfants en maternelle. Donc, cette étude, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'à peu près, il y a 13% des 6-11 ans qui présentent au moins un trouble de santé mentale. 8% des enfants de 3 à 6 ans présentent au moins une difficulté qui a des répercussions et des retentissements dans leur vie. 2% manifestent des difficultés émotionnelles avec des conséquences encore aussi sur leur vie. 6% des difficultés oppositionnelles et les indicateurs de bien-être. Donc, c'est tout un ensemble d'éléments qui vont être retenus puis recalculés pour pouvoir évaluer le bien-être. Il est de 78% sur le bien-être au niveau de la famille et 88 on se situe sur le bien-être émotionnel. Donc dedans, on a les indicateurs de confiance, de régulation. Il y a plein de facteurs, il y a plein d'éléments qui sont mesurés. Concernant l'UNICEF aussi, elle fait une étude qui est assez intéressante, elle a fait régulièrement tous les 2-3 ans et elle suit depuis plusieurs années les enfants des pays riches. Et donc on s'aperçoit que, en fait, après le covid, le bien-être de nos enfants et notamment nos adolescents s'est fortement dégradé, puisque leur satisfaction de vie a chuté de 80 à 71. Et en même temps, la France se remonte, on va dire, dans le classement, puisque maintenant elle est à la 3e place en termes de bien-être des enfants, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, il y a des efforts qui ont été déployés en France et ça, c'est aussi de très bonnes nouvelles. Mais aussi, on a des situations qui se sont dégradées dans d'autres pays. Donc, en fait, on a 2 éléments qui ont fait que la France a remonté. C'est que premièrement, ceux qui étaient devant ont eu une dégradation beaucoup plus importante que chez nous et qu'effectivement, en France, il y a quand même des outils qui ont commencé à être mis en œuvre. On sensibilise énormément sur le sujet et ça commence à porter ses fruits. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Comment justement accompagner ces enfants, enfin nos enfants d'une manière générale, hein, dans ces temps troublés, puisqu'effectivement, une des causes de l'angoisse des enfants ou de leur anxiété, c'est reste quand même l'avenir. Se posent quand même beaucoup de questions puisqu'ils sont déjà sensibilisés à énormément de difficultés, tout ce qui est environnement, tout ce qui peut être crise économique, tout ce qui est crise sanitaire. Donc ça peut être aussi des situations anxiogènes. Voilà, moi ce que j'interpelle quand même, c'est quand même que nos enfants en primaire ont déjà fait des exercices visant à prévenir éventuellement des intrusions dans leurs établissements, ce que nous n'avons pas connu et que pour la plupart d'entre nous.
et qui peut être relativement, anxiogène à partir du moment aussi où c'est fait régulièrement. Entre le faire une fois de temps en temps ou le faire de manière rituelle chaque année, c'est pas le même élément. Donc en fait, il y a plusieurs champs possibles d'intervenir, hein. Bon, il y a déjà le plan politique sur lequel nous, on n'a pas forcément, de prise. Mais au quotidien, on peut aussi s'informer, se former sur la santé mentale, sur les difficultés, comment reconnaître les troubles. On peut créer aussi cet environnement, rassurant, bienveillant avec différents outils. Penser à effectivement sensibiliser ou mettre tout simplement un contrôle parental sur les écrans, par exemple. Que les conflits familiaux restent peut-être dans la gestion entre adultes, intervenir lorsqu'on voit qu'il y a des conflits et des situations tendues, entre les enfants. Donc il y a pas mal de choses que nous, adultes, on peut faire au quotidien. Créer des espaces de dialogue aussi, entre les enfants, mais adultes et entre enfants aussi. Et l'un des facteurs qui était aussi sur lequel je voulais insister et revenir aujourd'hui, c'est justement tout ce qui est le développement des compétences psychosociales. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde un petit peu, sur les études qui portent sur ces thèmes-là, hein, on s'aperçoit que, les enfants et notamment les adolescents qui ont pu développer les compétences psychosociales, s'ils arrivent dans l'adolescence avec déjà un certain nombre d'outils, bien sûr, ça ne sera pas parfait, hein, parce qu'ils sont encore en processus d'apprentissage. On voit qu'en fait, ces enfants s'en sortent mieux. La première chose qu'on a remarqué immédiatement, c'est qu'en fait, ils développent moins de, conduite à risque. L'adolescence, on sait que c'est une période critique et les enfants qui sont dotés de ces compétences psychosociales, heu montrent qu'ils utilisent ils ont moins de comportements à risque, donc moins de consommation de drogue, moins de grossesse précoce, moins de tentatives de suicide. Donc on a quand même une protection, heu, des enfants ils arrivent mieux à se protéger eux-mêmes lorsqu'ils sont dotés de ces compétences. De la même manière, lorsqu'ils ont ces compétences, on s'aperçoit qu'ils sont déjà mieux dans leur basket, plus heureux, mais ils vont se montrer plus ambitieux aussi, notamment, ils vont se fixer des buts plus élevés, ils vont avoir plus de persévérance face à l'effort, ils vont arriver à mieux développer des stratégies pour faire face à leurs difficultés. Voilà, et d'une manière générale, même chez nous, chez les adultes, on s'aperçoit que les personnes qui ont ces compétences psychosociales vont, développer des comportements mieux adaptés et en fait, ça a été énormément développé au départ dans des questions de santé, puisqu'on s'aperçoit que les personnes qui ont ces compétences-là, se guérissent plus vite, suivent mieux leur traitement, ont également moins de comportements à risque, ont des relations aussi, plus harmonieuses avec, leur médecin, puisqu'ils vont prendre en charge éventuellement leur maladie et voilà. Donc ça a montré effectivement qu'il y a beaucoup, d'effets positifs qui permettent d'améliorer les situations. Donc ça protège pas de tout, encore une fois, hein. Les enfants ont moins de comportements, ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas. Ça protège plus, ça ne veut pas dire non plus qu'après tout est rose. Donc il faut bien garder, cette idée-là. C'est un outil parmi un ensemble d'éléments. Donc en fait, le développement des compétences psychosociales reste quand même un outil et pour permettre aux enfants de, pouvoir faire face aux, événements qui peuvent arriver dans leur vie. Donc certains, c'est on va parler des petits, heu, «traumatismes» entre guillemets de se disputer avec son meilleur ami, c'est rompre, pour les adolescents, rompre avec son petit copain, sa petite amie, avoir des difficultés relationnelles avec les parents. Ça va permettre ça. À partir du moment où on a des gros traumatismes, voilà, viol, inceste, violence intrafamiliale, OK, ça protège, mais ça suffit pas. Il va falloir, mettre en place d'autres dispositifs avec des spécialistes qui vont permettre effectivement de faire à des accompagnements spécialisés. Et là encore, le phénomène de résilience fonctionne mieux si on a justement ces compétences psychosociales. Donc les compétences psychosociales, c'est en fait tout un ensemble de compétences, de savoir-être, de savoir-faire qui vont, nous permettre de nous maintenir dans un état de bien-être. Ça va être des outils pour piloter
notre vie, comment on va faire quand on va être face à des difficultés, mais aussi apprécier les bons moments. Donc elles permettent une meilleure relation à soi. Moi, je trouve que le terme outil de pilotage est particulièrement, intéressant. Et aujourd'hui, donc au départ, elles étaient au nombre de 10, donc on a refait, enfin l'OMC a refait, l'OMS, excusez-moi, a refait d'autres classifications et elle a réussi à faire, quelque chose de beaucoup plus, communicant que ce qui était initialement et on retrouve les 10 premières qui avaient évolué, sauf qu'elles sont classées différemment. Aujourd'hui, en 3 grandes catégories. Les compétences émotionnelles, hein, qu'on entend beaucoup parler. Alors que de quoi il s'agit? Ça commence déjà par l'identification de l'émotion. Qu'est-ce que je ressens? Où ça se passe dans mon corps? De quoi il s'agit? Puis le travail de régulation. Qu'est-ce que je fais de cette émotion? Comment je l'accueille? Sa compréhension. Qu'est-ce qui l'a déclenchée? Qu'est-ce qu'elle signifie? Et puis l'utiliser, parce qu'en fait, l'émotion, c'est un signal. C'est un signal qui nous indique qu'il y a un besoin qui est non satisfait. Donc l'émotion, elle peut être agréable et elle peut être désagréable. L'in La différence entre les 2, c'est que, l'agréable nous indique qu'on n'est pas en danger, il n'y a pas forcément d'urgence dans, dans son traitement, dans la prise en compte. L'émotion désagréable, en fait, à la base, c'est notre premier mode de, comment dire? D'adaptation à notre environnement, hein. Darwin en parle énormément, c'est pas ce qui a été retenu, mais c'est pas la modification génétique et nos adaptations physiologiques qui prend énormément de temps. Notre premier mode d'adaptation à notre environnement, ce sont nos émotions. C'est-à-dire que nous, si on est là, c'est parce qu'on a eu un ancêtre qui a eu peur devant un serpent, parce qu'il a eu peur devant un lion, parce que, voilà, donc parce qu'il a été amoureux à un moment, voilà, toutes ces émotions-là nous ont permis de nous adapter à notre environnement. Et donc effectivement, l'émotion désagréable est là pour nous dire qu'il y a un danger, qu'on doit vite réagir. Donc tout ça, c'est un processus d'apprentissage et de savoir qu'est-ce que signifie cette émotion et qu'est-ce que je vais en faire? Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus forcément de lion qui nous court derrière, donc on a effectivement besoin de la comprendre. Et la compétence émotionnelle, c'est de le comprendre chez soi, ce dispositif-là, mais c'est aussi de le comprendre chez l'autre. Et là encore, souvent, dans toutes les approches qu'on a et tous les outils qui sont disponibles et grand public, on va s'arrêter souvent à premièrement identifier l'émotion, éventuellement la réguler et le reste, on en parle moins. Et souvent aussi dans le développement, on s'arrête souvent à la compréhension de notre émotion. Mais ça s'arrête pas là. La compétence émotionnelle, c'est aussi comprendre chez l'autre. Sinon après on reste tourné sur soi-même et ce qui nous unit, ce qui nous met en lien, c'est aussi nos émotions. Donc la 2e compétence, c'est tout ce qui est les compétences cognitives qui aujourd'hui sont largement développées, dans les écoles à travers, les apprentissages. C'est cette capacité à comprendre un problème, à pouvoir le poser et d'y amener des réponses et de résoudre. On peut prendre des solutions qui existent déjà, mais on peut aussi créer des solutions. Donc c'est cette, capacité à poser, comprendre et résoudre un problème. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les compétences cognitives. Et la 3e, ce sont les compétences relationnelles. La capacité à écouter, s'exprimer et ça va nous permettre de rentrer en lien avec l'autre et de construire des relations épanouissantes. Alors ces 3 compétences, elles sont liées les unes aux autres. Elles vont, s'imbriquer les unes aux autres, puisqu'effectivement, si je comprends bien mes émotions et que je comprends celles de l'autre, je vais pouvoir être en capacité d'écouter, de m'exprimer et de pouvoir construire des relations épanouissantes. Mes compétences émotionnelles, elles vont me permettre de comprendre mes besoins, elles vont me permettre de comprendre une situation et de mettre derrière en place des compétences cognitives. Donc tout s'imbrique et ça se renforce au final. Ce que nous amènent aujourd'hui les analyses, c'est que quand même ça démarre par la partie émotionnelle. Alors les outils, comment justement développer ces compétences, chez les enfants?
Donc, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que ce développement des compétences psychosociales, c'est un long processus qui s'apprend tout au long de la vie. C'est hyper important parce que c'est vrai que des fois, j'ai des parents qui viennent me voir, ils me disent: «Mon enfant a 2 ans, il régule pas ses émotions». Tout va bien, c'est normal. Donc, voilà, c'est plus gênant sur un enfant de 8, 10 ans. Et encore, ça peut arriver d'être dépassé par ses émotions. Nous aussi, adultes, ça nous arrive. Donc, c'est un processus long qui prend du temps. Donc, le développement aussi, de cet apprentissage va être extrêmement lié au développement de l'enfant. C'est-à-dire que nos attentes ne vont pas être les mêmes si l'enfant a moins de 5 ans, s'il a entre 6 et 10 ans ou s'il est adolescent. C'est des grands axes, des grands âges que je vais vous donner, mais là encore, il y a à l'intérieur, il y a des différences, notamment la petite enfance où il y a tellement d'étapes que, c'est pas aussi, régulier. Voilà, et elle se développe tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on va avoir des bases qu'on va pouvoir développer durant l'enfance et après, c'est de l'expérience qu'on va, s'enrichir et on apprendra constamment. Donc elle nécessite aussi de l'entraînement. Il faut partir aussi du principe que même si on transfère ou qu'on explique à un enfant, il va pas y arriver du jour au lendemain. Il y a un processus d'entraînement qui se met en place. Donc voilà, ce qui est à retenir. Donc les compétences émotionnelles. Donc moi, j'ai découpé un petit peu on va dire le découpage entre les moins de 6 ans, bien que quand on est sur des enfants tout petits, on va pas forcément proposer les mêmes choses, hein, mais 6 à 10 ans où on est dans une deuxième étape du développement de l'enfant et 12-17 ans, bon, il paraît que l'adolescence, ça va jusqu'à 25 ans, mais bon, même nous, adultes, on va continuer à apprendre à les développer avec des situations qu'on va rencontrer. Alors, sur, les compétences émotionnelles des enfants, quand ils sont petits, la 1re étape, ça va être d'identifier et de nommer l'émotion. C'est-à-dire qu'on va, au départ, apprendre: «Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je ressens? Comment ça va se passer?» Et ça commence très, très lentement parce que les enfants, quand ils sont tout petits, au départ, c'est, «Je suis content, je suis pas content», hein. On va pas forcément, très, très loin. Donc on y va tout tranquillement et puis, quand l'enfant évoque une émotion désagréable, on va progressivement creuser. Effectivement, là, c'est de la colère, là, c'est de la tristesse, tu as tes larmes. Heu, voilà, c'est vraiment un accompagnement et puis quand il commence à parler, à savoir les nommer, on peut commencer après à travailler avec des jeux pour que ça soit qu'ils deviennent autonomes. Donc on les retrouve ça aussi sur internet, on en voit beaucoup, hein. On a la roue des émotions, on a, pas mal de supports là-dessus. Et puis il y a un moment quand ils connaissent leurs émotions de base. Là aussi, les émotions qu'ils vont développer au départ, c'est les 5-6 émotions de base, hein. Donc la joie, la colère, la peur, la tristesse, le dégoût et la surprise, hein, qui sont les 6 émotions universelles que l'on retrouve partout. Alors suivant les jeux, on n'a pas tout à fait les mêmes. Moi, quand j'appelle émotion, je la différencie du sentiment. Une émotion, c'est une réaction à notre environnement. C'est: j'ai eu peur, je vais être un enfant, je vais me mettre à crier, je vais avoir un besoin d'être rassurée. Je suis content, je vais exprimer de la joie. La Le sentiment est quelque chose qui dure dans la longueur. L'amour, par exemple, pour moi, c'est un sentiment. Ça se construit au fil du temps. Voilà, donc je parle vraiment bien de l'émotion et donc pour les aider aussi à développer, donc une fois qu'ils ont pu identifier leur émotion, ils savent où ça se passe dans leur corps, à travers des jeux, à travers des poupées, il y a plein de petits ouvrages, pour pouvoir, pour les tout petits, moi j'aime beaucoup cet ouvrage, qui s'appelle, je pense que vous ne voyez pas parce qu'il y a le PowerPoint, Content, fâché ou avec il y a le visage dessus. Je vous mettrai des références aussi. Il y a le visage et les enfants, peuvent dessiner les visages de quelqu'un content, quelqu'un fâché, et ça permet, sur les petits justement de pouvoir commencer à apprendre chez l'autre qu'est-ce qui va se passer dans son visage. Quand il va ressentir telle et telle émotion. Donc en même temps qu'on apprend ce qui se passe en nous,
on apprend aussi ce qui peut se passer, comment je peux la repérer chez les autres. Et voilà, il y a des petits jeux aussi qui sont marrants, c'est justement d'avoir des cartes avec des visages et leur donner des petits miroirs et on voit les enfants, ils essayent de s'entraîner, de mimer en fait de l'émotion. Donc les jeux des mimes, ça peut être aussi, très plaisant. Hem, le donc une fois qu'on a ces notions de base, l'idée c'est d'aller un petit peu plus loin avec le thermomètre des émotions. Le thermomètre des émotions, parce qu'une émotion, elle peut être petite, elle peut être forte, elle peut être très enfin, voilà, on a toute une gamme dans une même émotion d'intensité et ça aussi, c'est intéressant parce qu'on va leur donner du vocabulaire pour pouvoir être plus précis. Être agacé, c'est pas la même chose que d'être en rage. Donc, en colère, très moyennement en colère, très en colère. Donc, ça permet déjà d'avoir cette gamme, mais le thermomètre va leur permettre aussi à côté de développer tout un vocabulaire complémentaire. Donc, ça reste relativement important de pouvoir aussi petit à petit travailler avec cet outil. Sur les enfants aussi petits, 5-6 ans, je dirais, il faut presque de l'entraînement. C'est-à-dire que c'est pas au moment où arrive la crise qu'on va pouvoir sortir la roue des émotions et le thermomètre. Ils sont souvent dépassés par leurs émotions, donc c'est là où l'adulte, à cet âge-là, va commencer à l'aider à réguler. Donc c'est un petit peu nous, les adultes, qui allons réguler en donnant le besoin. Et après, une fois que l'enfant est apaisé, on peut revenir sur les mots, sur, justement, en sortant ces outils. Et progressivement, il va pouvoir les prendre. Dès qu'il y a des petites émotions, on va pouvoir les prendre. Sur les 6-10 ans, ça va être justement là où on va pouvoir maintenant commencer le développement de la régulation. Parce que l'enfant va pouvoir commencer à prendre du recul, il va développer ce qu'on appelle l'étape de la métacognition. Il est en capacité de s'observer. Donc il va pouvoir commencer à voir qu'est-ce qui se passe en lui. Et on va aussi commencer à l'entraîner avec des techniques de régulation. Alors, on en parle souvent, hein, on a toutes les techniques autour de la respiration, le yoga, la cohérence cardiaque. Donc, il y a des jeux aussi sur internet avec des boules qui montent et qui descendent. Alors, il faut faire un peu attention parce que les boules qui montent et qui descendent sont souvent faites sur 5 minutes. C'est fait pour nous, pour adultes. Pour enfants, il faudra en trouver sur 3 minutes. Ils ont les poumons un peu plus petits, donc voilà, 3 minutes et 3 secondes pour monter et descendre. Sinon, ils sont en difficulté et ça les aide pas du tout. D'autres enfants ont besoin de bouger. Quand on a de la colère, des pour certains, la respiration ne fonctionnera pas. Donc voilà, ça peut être une technique d'aller, courir, de sortir, de sauter. Il peut y avoir pour d'autres enfants, ça va être aussi, des techniques plutôt de dessin, de griffe. Pour la colère aussi, certains peuvent faire des gribouillages, prendre des papiers et les faire des boules et les lancer, donc on peut les même lancer dans la poubelle au passage. Et ce qui peut être marrant avec les 6-10 ans, c'est de faire ce qu'on appelle une trousse de secours des émotions, avec une petite boîte et plein d'outils et que l'enfant aura testé à des moments où il est plutôt, serein et qui pourra s'approprier au fur et à mesure qu'il est de plus en plus à l'aise avec la régulation. Et l'autre étape, une fois que, l'émotion est tombée, ça va être de pouvoir aussi de travailler sur les besoins. Comme je vous l'ai dit, une émotion, c'est un besoin. La joie, c'est un besoin de partage. La peur, c'est un besoin d'être, rassuré. La colère, c'est un besoin de changement. On est heurté dans nos valeurs, il faut que ça change. Peur, on a besoin non, la tristesse, on a besoin d'être réconforté. Le dégoût, on a besoin d'éloignement. La surprise, c'est un besoin de temps. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir aussi construire avec l'enfant quels sont les besoins qu'il a derrière tout ça. Et puis on continue à s'entraîner à détecter l'émotion chez l'autre, puisque ça va ouvrir l'empathie. C'est ce qu'on va avoir besoin pour les relations, pour pouvoir créer les compétences relationnelles. Il nous faut l'empathie. Il faut être en capacité de comprendre ce que vit l'autre, tout en n'étant pas l'autre. Donc sinon c'est de la sympathie, il y a confusion et ça aussi c'est difficile. Donc on y va aussi progressivement. Et puis le 12-17 ans, je dirais, c'est presque le perfectionnement un peu de tout ce qui a été, vu pendant les 10 premières, années et puis on a l'arrivée des émotions complexes, donc on continue à travailler
sur, les techniques de régulation, on continue à travailler sur la découverte des nouvelles émotions, voilà et c'est là où on va avoir aussi la dernière étape de l'intelligence émotionnelle qui est comprendre l'émotion de l'autre, comprendre ses besoins, en tenir compte et de co-construire des solutions. Donc là, vous voyez, quand on arrive à ce stade-là, on mobilise les compétences émotionnelles, les compétences cognitives et les compétences relationnelles. Donc là, on est, au top, quoi. Alors, la deuxième compétence, c'est la compétence cognitive. Donc sur les moins de 5 ans, donc les compétences cognitives, je rappelle, hein, c'est cette capacité à comprendre et un problème et y répondre. Heu donc pour les moins de 5-6 ans, c'est revenir sur des expériences de manipulation, hein. C'est l'enfant, qui jette 20 fois son assiette avec sa nourriture dedans, et qui explore qu'à chaque fois et beh, ça tombe et d'à partir de là, il va pouvoir en faire des règles. Ça, c'est quand ils sont tout petits. Mmh. Donc voilà, c'est de revenir énormément à la manipulation, au toucher. Tout ce qui est aussi, le toucher est très important parce que dans l'émotion, ça reste quand même du sensoriel. Donc être connecté à son ressenti, à son corps, c'est très, très important pour pouvoir justement comprendre l'émotion et de pouvoir l'anticiper. Sinon, on a toujours un enfant qui va exploser avec une émotion qui est au maximum parce qu'il y a pas les alertes avant. Donc c'est important aussi, toute cette partie, sensorielle de la développer et l'expérience, voilà et en fait, les enfants, c'est des très bons, mathématiciens puisque, ils font des probabilités. Alors, c'est bien, c'est qu'adultes, on galère quand on découvre les probabilités, au lycée. Mais, étant petit, sur l'apprentissage du langage, c'est effectivement, des probabilités en entendant tel son, quelle est la probabilité que je vais avoir ce mot-là? Enfin, voilà, c'est des petits génies des mathématiques, en fait. Et donc effectivement, en renouvelant, en expérimentant et en faisant, ils vont justement développer, ces compétences et de pouvoir apprendre à s'organiser pour pouvoir poser des problèmes, comprendre ce qui se passe. Donc là-dessus, donc voilà, on a énormément de jeux sur les tout petits, mais c'est aussi important, par la suite jusqu'à 6 ans et même quand ils sont à l'école, qu'ils travaillent les mathématiques, qu'ils travaillent le français, qui travaillent, de revenir sur de la manipulation. Voilà, chez Montessori, ils font beaucoup de choses comme ça, puisqu'effectivement sur les mathématiques, vous avez, les perles. Sur, la grammaire aussi, l'apprentissage de la grammaire, on peut faire de la manipulation. Il y a des outils qui sont prévus, là-dessus. Donc bien sûr, hein, je rappelle peu d'écran parce que dans l'écran, ben, en fait, l'enfant est passif et donc il y a pas ce développement de ces compétences-là. On n'a jamais appris quoi que ce soit, enfin, on n'a pas appris, il faut avoir quand même certains outils de base pour pouvoir apprendre avec ce qu'on nous donne sur les écrans et c'est pareil pour développer le langage, l'écran, ça marche pas, hein. On n'a jamais, nous, adultes, appris, l'anglais en écoutant en anglais. Si demain je vous passe la radio chinoise, vous n'allez pas devenir bilingue chinois, voilà. Donc c'est un support, mais ça doit s'accompagner, d'autres choses, heu et du coup, plus tard, ça peut être utile, mais pas enfin moi sur les tout petits, je le déconseille. Après, je comprends que c'est pas que ça peut être compliqué, mais à ce moment-là, avec le parent, on est là tous les 2, on en discute. Il faut voilà, il y a un échange relationnel qui va se faire, qui fait que ça va avoir du sens. Voilà et puis effectivement, les interactions avec l'adulte qui va mettre des mots et qui va l'aider à comprendre et qui va le stimuler, en fait. L'adulte est presque un coach, c'est qui va lui permettre de, rencontrer des expériences en fonction de son développement. Ça va être de créer, le cadre pour que justement il puisse, continuer à développer ses expériences. Pour les 7-10 ans, justement, quand on rentre dans la métacognition, on commence à avoir les processus de conceptualisation. Donc là, c'est assez, marrant, de, d'essayer de les laisser expérimenter, de les laisser faire, toujours avec la présence d'un adulte au départ, mais voilà, je veux dire, apprendre à faire un gâteau, c'est mettre en place des tonnes de compétences cognitives. Ça va être d'aller chercher une recette, ça va aller chercher de gérer les poids, ça va être de gérer la sécurité dans la cuisine,
Ça va être de s'organiser, d'apprendre du vocabulaire avec le matériel. Donc, c'est intéressant et l'idée, c'est que petit à petit que l'enfant grandit, c'est de le laisser, nous, en observateur, de le laisser expérimenter, faire, se tromper, recommencer. Voilà, c'est presque une démarche scientifique pour la compréhension. Et quand il est en difficulté, non pas forcément de lui amener de suite la solution, mais plus de l'accompagner en posant des questions. «Bah, comment tu aurais pu faire là pour que ça soit différent?» On a presque là aussi un rôle de coach. Est-ce que tu as une idée de comment on peut faire? «Beh, tiens, si on recommence, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va se passer la même chose?» On va plus l'amener sur de la curiosité pour que lui aussi, par la suite, il apprenne à poser ces questions. Parce que donc voilà, donc nous, encore une fois, notre rôle, c'est de l'amener à expérimenter, à rechercher, à accepter que, l'enfant devienne autonome dans ses tâches et de rester, à partir du moment où il y a un risque de danger, d'être là quand même derrière, mais plutôt en observateur. Voilà et de l'accompagner sur les questions, pour faire face à l'aider à trouver des solutions, en fait, de comprendre le problème et l'aider à à à trouver des solutions. Et puis 12-17 ans, hein, on est toujours dans la question du perfectionnement avec des situations forcément complexes, des problèmes beaucoup plus complexes, hein, puisqu'ils vont appréhender le monde d'adultes, alors complexe ou compliqué. Voilà, on reprend toujours notre rôle on va dire alors on entend souvent de porte-avions, de coach, d'être là, mais effectivement l'enfant ou l'adolescent sera de plus en plus en autonomie et l'idée c'est de le laisser revenir vers nous quand il en a besoin. Donc là, on est encore plus un observateur, de loin et effectivement, par contre, on intervient, s'il y a des dérives, si on le voit qu'il est en souffrance, on dérive, on intervient, on le laisse pas seul, hein, on est d'accord. Mais l'idée, c'est aussi de le laisser revenir, vers nous quand il en a besoin. S'il s'en sort, on reste un échange, on reste à l'écoute, on partage pour aussi valoriser qu'il est en capacité de mobiliser ces compétences-là et ça, c'est important pour la confiance en soi. Le troisième, ce sont les compétences relationnelles. Donc sur les compétences relationnelles, heu donc sur les 5-6 ans, bah, la base, ça reste quand même l'attachement, hein, qui permet d'avoir une relation de confiance aux adultes, et la confiance dans le monde. Donc ça reste quand même la clé, hein, on en parle énormément du développement. La présence de l'adulte, hein, avec l'enfant qui l'accompagne dans ses découvertes, qui va l'accueillir avec ses émotions, qui va justement les verbaliser quand il ne sait pas encore parler. «Oh, c'est rigolo, tu as de la joie, c'est marrant», au contraire: «Ah, c'est désagréable, je vois que tu aimes pas», voilà et puis, l'aider à le réguler. Le rôle du parent, c'est de jouer avec lui, hein et il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est justement les jeux d'imitation. Quand ils veulent faire comme nous. Les jeux aussi où il va y avoir, des jeux, les jeux marchands-marchandes, ça va être aussi des jeux où ils vont expérimenter la mise en relation. Je vais dire bonjour, il va y avoir un échange, il va se passer ça, on va y avoir l'échange, on va dire merci, au revoir, on va se quitter. Donc tous ces jeux-là qui vont être des occasions d'expérimenter la relation. Je sais qu'il y avait une enseignante qui me disait que, elle, ce qu'elle faisait, c'est elle prévoyait assez régulièrement pour des enfants ce qu'elle appelait, la pause tisane. Et en fait, elle prenait un temps avec, pas toute sa classe en règle générale, essayait d'en prendre 2 ou 3 et les autres étaient en autonomie régulièrement où elle faisait en fait une sorte d'atelier de mise en relation. Donc, on est autour d'une table, on va apprendre à servir avec des vraies tisanes et puis on va échanger. Il va y avoir toute une convivialité qui va se mettre en place. Et elle me disait que c'était aussi l'occasion pour elle de discuter, avec les enfants. Qu'est-ce qu'ils avaient aimé? Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas aimé? Qu'est-ce qui les intéressait? De quoi ils avaient envie de découvrir? Et lui permettait d'adapter son programme en fonction des centres d'intérêt des enfants et de leurs intérêts. Elle avait effectivement pas une classe non plus avec 30 enfants, je tiens à le préciser, parce que ça reste quand même beaucoup plus, compliqué. Les 6 et 10 ans, donc dans les compétences relationnelles, on voit que les copains, hein, prennent plus d'importance. On n'est plus les seuls référents.
de l'enfant. Et l'idée, c'est de leur permettre quand même d'aller voir ailleurs parce que, ça va leur montrer l'altérité, ça va leur montrer que d'autres familles vivent différemment, que d'autres personnes ont d'autres valeurs, d'autres modes de vie. Voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place et c'est super important pour pouvoir découvrir l'autre, dans sa différence. Parce que c'est aussi important pour la suite, hein, de la relation et de l'amitié. On n'est pas toujours identiques et c'est important pour pouvoir apprendre à gérer cette différence, des uns et des autres. Donc voilà et l'idée, c'est effectivement de développer alors les jeux de société puisque ça va permettre d'apprendre les règles, ça va permettre d'avoir de l'échange, ça va permettre d'avoir des discussions, inviter les copains et les copines à la maison, ça aussi, de leur permettre de se rencontrer. Alors moi, je préconise effectivement, à la maison quand ils sont si petits parce que je pense que c'est important d'avoir des adultes qui surveillent des relations. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des conflits et quand il y a beaucoup d'enfants, ça peut, dégénérer. Donc c'est important qu'il y ait un adulte qui vienne, dégénérer pas forcément dans la violence, mais il suffit qu'il y en a un qui soit pas d'accord, les autres peuvent se lier. Il y a des phénomènes d'imitation, ils ont pas encore conscience de, l'effet contagion, des émotions. Donc c'est important qu'il y ait des adultes qui soient là pour, quand même, cadrer. Mais quand je préconise aussi sur ces âges-là des jeux libres, c'est-à-dire il ne s'agit pas de leur prévoir, si on invite les copains, ben, il va y avoir faire ça, ils vont faire ça, puis ça, puis ça. C'est important aussi de les laisser s'organiser dans les jeux. Voilà, c'est pas obligé de leur timer, bah, j'ai prévu, le goûter à telle heure, voilà. Bon, on prévoit un goûter bien évidemment, mais telle activité, l'activité dessin, puis l'activité laissons-les libres aussi de s'organiser et de trouver ce qu'ils aiment et ce qu'ils ont envie et c'est ce qui va créer leur relation, en fait et leurs affinités et comprendre aussi leurs différences. Et voilà, 12-17 ans, donc pareil, on a beaucoup plus d'autonomie, donc toujours ce rôle d'accompagnement. Donc la surveillance, beh, je dirais ça dépend, hein, de des valeurs, ça dépend des peurs aussi, de nos peurs, de leurs peurs à eux. Voilà, ça me semble important que l'adulte reste beaucoup plus en retrait. Et qu'il puisse accepter aussi de laisser des moments où il n'est pas là, mais c'est aussi quelque chose qui se fait progressif. Pour moi, à 12 ans, on laisse pas des enfants seuls à la maison. Voilà. 17 ans, on peut commencer encore avec enfin, seul avec des copains. À 17 ans, on peut commencer à voir avec des copains, et se mettre dans une pièce à côté, heu et de n'intervenir que si vraiment il y a une grosse problématique. Voilà. Ça, c'est mon point de vue, je pense que c'est assez important quand même que l'on sache s'effacer, tout en étant là et d'avoir ce filet de sécurité que l'adolescent a besoin et qui en même temps il rejette et c'est normal parce qu'il veut devenir adulte. Donc c'est aussi bon signe qu'il souhaite, vivre, et prendre sa vie en main. Donc voilà, comment ça se développe. Donc si on résume, en fait, il peut y avoir des outils, hein, qu'on va pouvoir, développer, mais il y a aussi nous, dans notre façon de faire, dans notre façon d'être avec l'enfant qui vont permettre, de développer ces compétences. On a un rôle aussi essentiel, nous, en tant qu'adultes, dans nos échanges pour pouvoir justement développer ces compétences. Ce n'est pas que des activités, des jeux et des outils. Ça y est, mais il faut aussi de l'expérimentation et l'expérimentation, elle peut se faire aussi avec nous ou en notre présence puisque nous, normalement, on les maîtrise et on voit ce qui se passe et ça permet aussi de mettre des mots et d'expliquer et de donner du sens à ce que les enfants y vivent. Donc voilà, il y a ces 2 aspects qui sont à mon avis, importants.